Rosa, 78 ans, mes enfants attendaient ma mort. Alors j'ai dépensé leur héritage. J'ai 78 ans. Et à ce stade de la partie, j'ai découvert que la plus grande tromperie qu'on ait racontée aux parents de ma génération n'a rien à voir avec la politique ni avec la religion. La plus grande tromperie, le mensonge le plus venimeux, c'est de nous faire croire que notre devoir sacré est de mourir en laissant un héritage. On nous a convaincus que nous devions vivre comme des mendiants pendant nos dernières années. Compter chaque centime. Se priver d'un bon voyage, d'un bon dîner, de rallonger le chauffage de 2 heures. Tout cela pour laisser un matelas à nos enfants. J'ai économisé chaque euro. Je me suis privé de la vie elle-même en pensant à eux. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience d'une vérité effrayante. Ils ne pensaient pas à ma vie. Ils ne faisaient que calculer la date de mon enterrement. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment je suis passé de l'agonie complètement seul dans un lit d'hôpital à boire du champagne français face à la mer. Et surtout, je vais vous raconter comment je me suis assuré que le jour où je fermerai les yeux pour toujours, mes enfants avides reçoivent exactement ce qu'ils méritent. Une boîte en carton et un compte bancaire à 0 €. Mais laissez-moi revenir en arrière. Parce que personne ne dépense l'argent de ses enfants par caprice. Une mère exemplaire, un distributeur automatique. J'ai été ce que la société appelle une mère exemplaire. Mon mari et moi avons travaillé du matin au soir. Nous tenions une petite épicerie. Des heures debout, à porter des caisses, sans savoir ce qu'était un week-end libre ni des vacances d'été. Tout allait sur le carnet d'épargne. Pour l'avenir des enfants, disions-nous. Mon mari est mort il y a 15 ans. Je suis resté seul dans une maison trop grande, à garder un patrimoine qui nous avait coûté notre sang. Mes enfants, Andrés et Sylvia, ont grandi, se sont mariés et sont partis. Et c'est là que notre relation a muté. J'ai cessé d'être leur mère pour devenir leur distributeur automatique. Au début, c'était des petites choses. Le téléphone sonnait un mardi. « Bonjour, maman. Ça va? Écoute, ma chaudière est tombée en panne. Tu peux me faire une avance? Je te rembourse le mois prochain. » Ce mois arrivait, ou pas. Puis c'était l'assurance de la voiture. Puis l'orthodontie des petits-enfants. Jedonais, jedonais, jedonais. Parce que c'est ce que font les bonnes mères, n'est-ce pas? Donner jusqu'à être vidé. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas l'argent. C'étaient les autres appels. Ces appels rapides le dimanche après-midi où il feignait l'intérêt. « Maman, comment sont tes analyses? Qu'est-ce que le cardiologue a dit ?» J'ai mis des années à comprendre le ton de ces questions. Ce n'était pas de l'inquiétude pour savoir si j'avais mal. C'était un audit. Ils vérifiaient l'état de leur investissement. Ils calculaient combien de temps je resterais sur cette terre avant qu'ils puissent se partager les économies que leur père et moi avions amassées en nous cassant le dos. Pendant qu'eux faisaient leur compte dans leur tête, moi, je passais les réveillons de Noël à réchauffer de la soupe toute seule. Parce qu'ils étaient trop stressés, ou que cette année ils devaient aller à la neige. J'étais une banque qui ne demandait pas d'intérêt, et une nuisance qui n'exigeait pas d'affection. La nuit où la mort m'a rendu visite. Tout s'est brisé une nuit de février. Une nuit où la mort est venue me voir et m'a montré qui était vraiment ma famille. Restez avec moi, parce que si vous êtes père ou mère et que vous avez prêté de l'argent à vos enfants, ce qui s'est passé cette nuit-là va vous glacer le sang. C'était un mardi, un peu après 22 heures. J'étais dans la cuisine, en train de laver mon unique assiette du dîner. Soudain, j'ai senti comme si un bloc de ciment me tombait sur la poitrine. La douleur m'a remonté dans le cou, m'a paralysé le bras gauche. L'assiette m'a glissé des mains et s'est brisée sur le carrelage. Je suis tombé à genoux. Je ne pouvais plus respirer. J'avais un goût de métal dans la bouche. Une crise cardiaque. À grand-peine, en rampant sur les morceaux de verre, j'ai réussi à atteindre le téléphone fixe du salon et à appeler les secours. Ce dont je me souviens ensuite, c'est le bruit strident de la sirène de l'ambulance, les lumières blanches qui clignotent, l'odeur forte d'iode et de désinfectant. Je me suis réveillé des heures plus tard dans le lit de l'unité de soins intensifs. Seul. Entouré de câbles, une perfusion plantée dans mon bras bleui, et le bip constant d'un moniteur cardiaque. Une jeune infirmière aux yeux compatissants s'est approchée et m'a dit « Rosa, vous avez eu de la chance. Nous avons prévenu vos enfants. » J'ai attendu. J'ai regardé l'horloge murale de la chambre. Les heures passaient. 2 heures du matin, 5 heures, 8 heures. Chaque fois que la porte s'ouvrait, mon cœur recousu faisait un bond, espérant voir le visage de mon Andrés ou de ma Sylvia. À midi, le téléphone de la chambre a sonné. C'était mon fils. Sa voix ne tremblait pas. Il n'y avait pas d'angoisse. Il a dit « Maman, le médecin me dit que tu es stable. » Heureusement. Écoute, je suis en plein dans la fin du trimestre à l'entreprise, je ne peux pas m'échapper. J'irai vendredi si tu sors. Bon rétablissement. Un point.
Hilar a croqué. 10 minutes plus tard, un message texte de ma fille. Maman, les enfants ont une gastro-entérite. Il m'est impossible d'aller à l'hôpital. Préviens-moi si tu as besoin que je t'envoie quelque chose par Amazon. Par Amazon. Le déclic. J'ai fermé les yeux dans ce lit d'hôpital dur. J'aurais pu mourir sur le sol de ma cuisine. On aurait pu me mettre dans un sac plastique noir. Et eux, ça ne leur aurait pas assez importé pour changer leur agenda. Là, dans ce silence stérile de l'USI, j'ai senti un froid qui ne venait pas de la climatisation. C'était le froid de savoir que ma vie, mes sacrifices, mes renoncements avaient servi à nourrir 2 fantômes avides. J'étais en train d'agoniser seul pendant que, confortablement installé dans les maisons que j'avais aidé à payer, attendait mon avis de décès pour aller chez le notaire. Je suis resté 3 jours de plus dans cet hôpital. 3 jours à pleurer jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes. Mais vous savez ce qui se passe quand on pleure toute la douleur qui peut tenir dans le corps d'une mère? La douleur s'arrête. Et ce qui reste à sa place, c'est une rage pure, brillante et libératrice. Le matin de ma sortie, je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain de l'hôpital. J'étais pâle, vieille, fatiguée. Mais mes yeux étaient allumés. J'ai compris que mon argent était leur anesthésie. Ils ne m'aimaient pas, ils aimaient mon patrimoine. Et moi, je commettais la pire des erreurs. J'économisais pour récompenser ceux qui m'avaient abandonné. La loi protège leur héritage, mais ne m'oblige pas à mourir riche. En Espagne, la loi dit qu'il est très difficile de déshériter ses enfants. Il faut aller au tribunal, prouver une maltraitance psychologique, un véritable calvaire juridique pour lequel je n'ai ni le temps ni la santé. La loi protège leur part réservataire, un point c'est tout. Mais la loi ne dit nul parce que je suis obligé de mourir riche. Ce jour-là, en sortant de l'hôpital, je n'ai pas appelé mes enfants. J'ai pris un taxi. Et je n'ai pas dit au chauffeur de me ramener chez moi. Je lui ai dit de me conduire directement à la direction de ma banque. Je me suis assise en face du directeur. Un homme en costume qui me connaissait depuis toujours. J'ai dit, je veux liquider les fonds d'investissement. Je veux vendre les actions. Et mettez le panneau, à vendre, sur la maison de la plage. L'homme a failli s'étrangler. Il m'a demandé si j'étais sûr, si j'avais consulté mes héritiers. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu. Les seuls héritiers de mon argent seront mes propres poumons, mes yeux et mon palais. La plus délicieuse des vengeances. C'est ainsi qu'a commencé ma vengeance. La vengeance la plus délicieuse et la plus égoïste que vous puissiez imaginer. Ils appellent ça dépenser l'héritage des enfants. Moi, j'appelle ça récupérer le temps volé. J'ai loué ma maison de toujours. Je suis déménagé dans une résidence de luxe pour seniors, face à la Méditerranée. Pas une maison de retraite. Un endroit avec spa, service d'étage et jardin de rêve. J'ai commencé à voyager. Moi qui n'étais jamais sorti d'Espagne pour économiser pour le mariage de ma fille, je suis parti en première classe à Rome. J'ai bu du vin face au Colisée. Je me suis mangé un croissant face à la Tour Eiffel. Je me suis acheté des vêtements en soie et des chaussures qui ne me servent pas. Chaque fois que je paie un plateau de fruits de mer, chaque fois que je passe ma carte de crédit dans un hôtel 5 étoiles, je visualise la tête de ma belle-fille et de mon gendre en train de perdre de l'argent. Et je vous jure que les fruits de mer ont 1000 fois meilleur goût. La boîte qui leur reviendra. Mais je ne les ai pas oubliés, bien sûr que non. J'ai acheté cette petite boîte en bois que vous voyez ici. Il n'y a pas de bijoux à l'intérieur, pas de titre de propriété. Il y a des cartes postales de tous les endroits que je visite avec l'argent qu'ils espéraient hériter. Il y a des tickets de restaurants chers, des billets d'avion. Le jour où mon cœur décidera vraiment de s'arrêter, le notaire leur remettra cette boîte. Et quand ils iront à la banque en se frottant les mains, vêtus de deuil, le directeur leur dira la vérité. Le compte de votre mère est à zéro. Elle a tout dépensé pour vivre ce que vous n'avez pas voulu partager avec elle. À toi qui m'écoutes. À toi qui me regardes, à toi qui as des placards pleins de vieux vêtements et un compte en banque plein d'argent que tu n'oses pas toucher par culpabilité. Le linceul n'a pas de poche. Tu ne vas rien emporter de l'autre côté. Et si tes enfants ne t'appellent que quand ils ont besoin d'un prêt, si tu sens que ta valeur à leurs yeux se mesure en mètres carrés de ta maison, réveille-toi. Toi, tu as travaillé cet argent. Toi, tu as transpiré pour ces pièces. C'est ton droit, c'est ton devoir de profiter de tes efforts. Cesse d'être le gardien de la fortune d'héritiers ingrats. La meilleure héritage que tu puisses laisser à des enfants qui ne te valorisent pas, c'est la leçon que tu n'es pas leur servante. Normalisons de vivre avec dignité. Alors voilà. J'ai 78 ans. Je ne sais pas combien d'années il me reste. Peut-être 5, peut-être 10, peut-être demain. Mais chaque jour, je me lève et je décide de vivre. Pas de survivre. De vivre. Je prends mon petit déjeuner face à la mer.
Je porte des robes que je n'aurais jamais osé porter. Je dis oui au champagne, oui au voyage, oui à ce fromage trop cher que j'aurais refusé toute ma vie parce qu'il faut penser aux enfants. J'ai pensé aux enfants pendant 40 ans. 40 ans à me priver. 40 ans à remettre à plus tard. Plus tard, c'est maintenant. Et maintenant, c'est tout ce qu'il me reste. Si ce que je raconte te parle, si toi aussi tu as des enfants qui t'appellent surtout pour vérifier l'état de ton compte, si toi aussi tu sens qu'on t'a volé ta vie sous prétexte d'héritage, alors je te dis une chose, ne leur laisse pas une maison. Laisse-leur une leçon. Ne leur laisse pas un compte épargne. Laisse-leur une boîte vide avec des souvenirs de tout ce que tu as fait sans eux. Parce que le plus triste, ce n'est pas de mourir sans argent. Le plus triste, c'est de vivre sans avoir profité de son propre argent par peur du regard de ceux qui n'étaient même pas là. Un dernier verre face à la mer. Ce soir, je vais dîner dans un restaurant que j'aime. Je vais commander du homard. Pas parce que j'ai particulièrement faim, mais parce que je peux. Parce que c'est mon argent, parce que j'ai gagné le droit de le dépenser, parce que mes enfants n'ont pas fait le voyage jusqu'à l'hôpital quand j'ai failli mourir, alors qu'ils fassent le voyage chez le notaire pour une boîte en bois pleine de cartes postales. Je ne souhaite du mal à personne, pas même à eux. Je souhaite simplement qu'ils comprennent un jour que leur mère n'était pas un distributeur de billets, qu'elle était une femme. Une femme qui a aimé, qui a travaillé, qui a sacrifié, et qui, sur la fin, a choisi de s'aimer elle-même. Si tu as pris la décision qu'il est temps de penser à toi, que tu vas dépenser jusqu'au dernier centime de ton effort pour ton propre bonheur, alors je veux que tu te lèves, que tu ailles boire un verre, que tu réserves ce voyage, que tu achètes ces chaussures. Le suaire n'a pas de poche. Tu ne te feras pas enterrer avec ton relevé bancaire. Alors fais comme moi. Vis. Vraiment. Jusqu'au bout. Moi, Rosa, 78 ans, je n'ai plus peur. Plus peur de manquer. Plus peur de décevoir. Plus peur de finir seul, parce que finalement, j'ai toujours été seul quand il le fallait. Mais maintenant, je suis seul au bord de la mer, avec un verre à la main, et le goût de la liberté. Et ça, aucun héritier ingrat ne pourra jamais me le prendre. À toi qui lis ces lignes, si tu as des parents âgés, appelle-les pour autre chose que de l'argent. Et si tu es parent, n'attends pas la permission de vivre.